Ah, bon, Voilà, bah donc alors, là, voilà, l'enregistrement est commencé. Donc, voilà, alors Hélène me parle aussi à côté. Alors, je vous laisse, alors je vais bon, d'habitude, je coupe mon micro, mais là, je ne sais pas. Bon, déjà, bienvenue à tous. Voilà, dans ce premier live, ou premier direct, comme vous voulez, sur le MOOC Manager en santé. Donc aujourd'hui, on est avec Sylvie Znati et Laurent Capelletti, donc qui tous les deux ont participé et ont filmé des vidéos pour cette première semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Voilà, on y répondra. Et puis en attendant, bah, peut-être voilà, on va prendre les premières questions du forum. Donc on a eu quelques questions. Alors bon, je vais pas tout relire, mais d'ailleurs, je ne les ai pas lues, pour être honnête, donc je sais pas si Sylvie ou Laurent, vous les avez lues et vous voulez en parler. Là, celle sur la première semaine, il y avait, voilà, je suis désolée, je les ai pas lues, je vous les ai envoyées, mais je les ai pas ouais. lues. Alors, Euh, les questions. Alors, Laurent, tu veux intervenir ou je commence peut-être par la dernière question de Marquis, qui était pourquoi le titre du MOOC n'est pas Management des hôpitaux ou Oui. Administration hospitalière. Alors, ça, c'est relativement simple à répondre. On parle, on s'adresse à l'ensemble des managers. Euh, les premières versions de ce MOOC étaient le- le- la santé au travail pour managers et ingénieurs. Et donc, on s'adresse à l'ensemble des managers. Effectivement, on ne cible pas spécifiquement les managers hospitaliers. Euh, c'est une posture managériale. Les lignes directrices et les outils qu'on essaie de proposer et les échanges qu'on a par les divers témoignages que vous pouvez avoir au travers du MOOC sont adressés à tous les managers, tout type de manager. Le management est une posture avec des outils, avec un savoir euh, qui peut s'adapter à à tout type d'entreprise, à toute posture d'entreprise, et non pas spécifiquement le management hospitalier. Voilà. Donc nous restons nous nous adressons à l'ensemble des managers. Il y a un cas actuellement qui fait la. Quand je me suis levé, c'était sur France Info. Pour illustrer ça, donc, on peut citer, puisque c'est cité à l'hôpital américain de Neuilly. Donc, on a un des chirurgiens, en fait, il y a un an, s'est suicidé. Bon, c'est un cas extrême, hein. Et en fait, les témoignages des soignants, etc., insistent en fait sur le fait que dans le service de ce chirurgien avait été mis en place un mode de management dit toxique que eux en fait connectent à ce suicide. Alors ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais cette problématique en fait, c'est un cas extrême bien sûr, hein, de management qui pourrait conduire à un cas extrême de santé au travail, c'est-à-dire en fait un suicide. Euh, à l'hôpital américain de Neuilly, bah, c'est un cas en fait qu'on peut tout à fait retrouver dans une autre organisation industrielle, Ah, ça c'est de service, etc. Hein, voilà. on l'a vu alors les grands cas classiques d'analyse de ce genre de situation qui ont fait la presse que tout le monde connaît, que ce soit chez Orange, que ce soit chez Renault, que ce soit chez France Télécom. Il y a eu des grandes vagues de management toxique mais, qui ont eu lieu. Ceci dit, la réglementation a aussi beaucoup évolué dans ce domaine. La protection des salariés, c'est à partir de là qu'on a commencé aussi à parler de plus en plus, de manière plus publique, de qualité de vie au travail, des risques psychosociaux et autres, qui sont aujourd'hui sur un plan réglementaire très encadré et et quand même très pris en compte par les entreprises. Ces managers toxiques sont quand même
assez rare, je veux dire volontairement toxiques, il y en a pas tant que ça. Par contre, l'amélioration de la posture managériale par des outils de leadership ou d'organisation du travail, elles sont de plus en plus fréquentes, justement pour. Je trouve au contraire que on peut constater qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font ou de managers et d'entreprises, puisqu'on sait très bien que tout part de la direction générale, une volonté de la direction générale, font de gros efforts et de gros investissements et bien pour le bien-être de leurs salariés. Ne serait-ce que, comme ça a été dit dans une autre question, pour conserver les salariés, qui est une problématique économique aujourd'hui, du turnover important des salariés, en particulier chez les jeunes. Posez vos questions. Bonjour. D'accord. Sinon, je vais relire finalement les questions du forum même à haute voix, parce qu'en fait, les gens ne les ont pas, donc je sais pas. Ou je vous laisse gérer. Un résumé peut-être. Une question. Laurent, tu veux? Non, moi je l'ai fait un petit peu à l'écran. Est-ce que Aurélie, tu peux partager peut-être? Oui. Oui, voilà. On les partage et puis on y répond. Et nous, on peut poser des questions aux participants ou pas? Oui, pourquoi pas. Alors, où est-ce que il y a mon... Ouh là là. On va pas se casser la tête. Alors, sinon, à la limite... Est-ce que vous voyez mon écran? Alors... Très bien. Alors, sur cette question-là... Il y a la réponse après qui est peut-être plus... Là où il y a vraiment une question... En fait, plusieurs questions, mais... Alors par contre, je suis désolée. En fait, j'avais pas prévu de dire quoi que ce soit. Du coup, là, il y a tous mes Teams qui vont être sur l'écran. Voilà. On peut peut-être là, la première là, on peut peut-être dégager la question en fait. Hein. Oui. S'il y a beaucoup de texte, on va dégager une question. Hein. Aurélie, voilà le premier. Donc il dit personnellement, je suis interpellé. Le management fait peu l'objet d'évaluation. On scrute, il y a des stats. Et donc du coup, la question c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de stratégie qui semble être mise en place, qui permettent justement de mieux mesurer, évaluer et repositionner le management pour qu'il soit plus motivant. Si je résume, hein, voilà. C'est ça. Ouais, moi j'ai vu la pression psychologique pour accélérer la gestion des tâches et rendre les collaborateurs interchangeables sans tenir compte des compétences effectives. Effectivement, il y a certaines entreprises qui veulent que les personnels soient interchangeables de manière à pouvoir gérer les flux d'absence éventuellement. Tu veux parler des évaluations internes, hein, le peu d'évaluation, ce problème informatique d'évaluation? En fait, pourquoi est-ce que il y a des enseignements en management en général et en santé au travail et prévention en particulier? Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est mais si naturellement les entreprises le faisaient bien, il n'y aurait pas besoin de MOOC et d'enseignement en fait. Hein. Et l'effet, c'est qu'il y a bien sûr des gros progrès, on en parle de plus en plus, etc., sous l'impulsion d'enseignants, de consultants, etc. Mais c'est vrai que naturellement, la tendance, parce que c'est plus facile, c'est plus accessible, stratégiquement, on a l'impression que ça rapporte plus d'argent, ça va être de mettre en place un management tel que décrit là, c'est-à-dire, on va dire basiquement taylorien, hein, c'est-à-dire dépersonnalisé, à la fiche de poste, avec des gens interchangeables. Et donc, c'est plutôt ça le naturel. Et donc, pour passer effectivement sur un management qui prend soin des gens et qui crée de la valeur également, bah, ça demande en fait des enseignements, ça demande d'avoir été formé, interpellé, ça demande que la direction générale de l'entreprise prenne la question à bras le corps. Voilà. Donc c'est pour ça que
moi, je suis confronté effectivement souvent à ce genre de questions en disant mais finalement pourquoi spontanément en fait le management n'est pas évalué pour au niveau de ses coûts cachés ou des performances qu'il crée, au niveau de la motivation humaine qu'il sécrète, au niveau de la prévention hein, et de la qualité de vie au travail qu'il génère. Parce que en fait, ça demande d'être d'être formé, ça demande des enseignements, ça demande d'avoir été interpellé, et ça demande que la direction de l'entreprise, en fait, ait une politique effectivement en la matière. Voilà. Oui, et avec des outils qui vont un petit peu plus loin que des indicateurs sortis d'un ordinateur sans réflexion et surtout sans analyse et sans politique. Il y a un autre point aussi peut-être qui répondrait à la question, c'est les transformations de sociétales que l'on vit en ce moment depuis qui étaient existants, qui étaient disons naissants il y a encore quelques années et qui ont été accélérés et transformés et vraiment boostés par la crise Covid, où on a tous ces nouveaux métiers ou ces nouvelles formes d'emploi qui sont vraiment très délétères pour le personnel, où de plus en plus on utilise des auto-entrepreneurs, des intérimaires, des personnels interchangeables et qui sont des gens en souffrance et qui fragilisent également ceux qui sont en poste, puisque ça fait une pression supplémentaire en disant, eh bien, voilà, on peut prendre un personnel que j'appellerais presque un personnel jetable, maltraité et voilà, donc ça fragilise aussi ceux qui sont en poste, ça les menace. Et puis il y a aussi toutes ces nouvelles formes de travail que les entreprises ont mises en œuvre, accélérées par le Covid, accélérées par la technologie, ou ne serait-ce que pensons au télétravail. Il y a des gens qui ont apprécié, mais d'autres en ont beaucoup souffert d'isolement, souffert de perte sociale, de perte de lien social, qui n'existe plus quand on est pour des gens qui sont à 100% en télétravail. Et il y en a qui n'ont pas su résister à ça et qui ont donc démissionné. Il y a une espèce de marché de l'emploi qui est extrêmement mouvant, extrêmement fragile, et du coup, eh bien les gens sont ont plus envie plus aptes à changer qu'autrefois. Avant, on rentrait dans une entreprise, on y restait sa vie entière, ou tout au moins 10 à 15 ans avant d'en changer. Aujourd'hui, les gens restent 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils changent. Et ça met en difficulté les entreprises parce que voilà, une personne qui change doit être formée, prendre ses marques, s'habituer, alors que quelqu'un en poste depuis longtemps est beaucoup plus performant. Et tout ça, ça crée un espèce de stress ou d'insécurité qui n'aide pas. Je fais la petite parenthèse, mais sans compter en plus le climat politique et économique global qui n'arrange rien entre eux, que ce soit les attentats, le stress, les guerres actuelles, les pressions économiques actuelles qui font que voilà, ça n'arrange pas le stress et l'insécurité des personnes, me semble-t-il. Est-il dans vos projets de créer un MOOC sur la santé hors travail? Mon mari, 58 ans, est sans emploi depuis 11 mois et je l'observe attentivement. Je trouve énormément de points communs entre le stress qu'il a connu durant sa carrière professionnelle et cette période qu'il vit assez mal actuellement. La pression psychologique est différente parce que non exercée par un management, mais elle existe également. Alors, la réponse est oui et non. C'est connu que c'est reconnu par des études, et je pense que Laurent, peut-être tu as des éléments là-dessus, que des gens sans emploi ont une plus mauvaise santé que des gens en emploi.
même si l'emploi peut créer des pressions, du stress, de la fatigue, etc. Mais il est bien connu que les gens sans emploi, au chômage en particulier, eh bien, peuvent être, sans aller jusqu'à la dépression profonde, mais quand même, hein, peuvent se laisser aller à certaines addictions. Euh, bon, ça c'est connu. Après, est-ce qu'on va faire un MOOC sur la santé hors travail? Non. Euh, Déjà parce que nous ne sommes pas du corps médical. Oui. Nous sommes des managers, nous sommes des enseignants, nous sommes des chercheurs, mais nous ne sommes pas des médecins. Donc là, on rentre un petit peu dans la vie privée. Alors, effectivement, quelqu'un pourrait prendre l'initiative de faire un MOOC sur le bien-être en général, mais ça sort un petit peu de nos compétences professionnelles. Oui. Je pense que des MOOC comme ça, il en existe d'ailleurs. Mm. Comment avoir une qualité de vie personnelle entre je sais pas, il y a des tas d'activités qui permettent d'améliorer la santé. Mm. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors bon, la question elle est intéressante. Effectivement, ça permet de repréciser le rôle du management en fait. Hein. Le management, c'est un levier euh, d'amélioration de la qualité des métiers qui sont faits dans une entreprise et une organisation, mais sans se substituer à ce métier lui-même. Donc, euh, quand on met en place et qu'on accompagne en fait en amélioration managériale une boulangerie, on va pas faire le pain à la place du boulanger. Bon, et c'est la même chose en fait concernant les médecins. Donc là, la question que vous posez hors travail, sur la santé hors travail, c'est une question en fait d'expertise qui demande, comme Sylvie l'a dit, à être traitée non pas par des experts en management, des enseignants-chercheurs en management au sens large comme nous le sommes, mais par un expert de la santé, c'est-à-dire un médecin, éventuellement psychologue, etc. Après, la question, je trouve elle a un intérêt et ça rejoint la deuxième question là, de Valérie, qui est finalement où est la norme, c'est-à-dire, euh, c'est une grande question, c'est-à-dire à partir de quand on va considérer que un nombre d'arrêts maladie euh, est excessif, un nombre, on parlait de cas de suicide. Euh, à partir de quand, dans une entreprise, un nombre de suicides euh, devient alarmant? Euh, à partir de quand un niveau de stress, il faut s'en préoccuper managérialement. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est par comparaison en fait avec les niveaux acceptables hors travail. C'est-à-dire que quand dans une grande organisation, je vais prendre le cas de l'absentéisme, par exemple. Quand dans une grande organisation, on a un taux d'absentéisme de tel niveau, mais que finalement ce taux est dans la norme des personnes en général de la société française, on ne peut pas considérer en fait qu'il est dysfonctionnel. Un suicide, pareil, si je pense être extrême. Donc, le fait effectivement de revenir aussi quand on traite managérialement ce genre de questions de santé au travail, de prévention au travail, le fait d'avoir en tête en fait les seuils euh, attendus normaux, on va dire, pour travail, ça permet aussi de dire, bah, là l'entreprise en fait, j'allais dire, ne doit pas être mis en cause comme étant en fait surstressant le salarié. Il y a un niveau de stress minimal, voilà. Euh, et donc justement, la troisième question, c'est sur cette question du hors travail, travail. Bon, je laisserai dire Sylvie, c'est la question de Valérie. Euh, en fait, pour moi, de ce que je vois, en fait, la séparation entre le hors travail et le travail, c'est une imposition intellectuelle, c'est-à-dire que quand ça va pas dans ma boîte, je ramène ce ça va pas un peu chez moi. Voilà. Et quand chez moi ça va pas,
je ramène un peu ce ça va pas, mon épouse qui est malade, les enfants qui vont pas, enfin bon, etc. Je le ramène un peu dans le monde du travail. Mais bien évidemment, en tant que manager, je peux pas m'immiscer dans la vie privée, où je vais pas devenir le psy de l'assistante sociale ou le psy de mon collaborateur sur sa vie au travail. En revanche, habilement, dans le respect de ce que la déontologie et l'émission me permet, je dois essayer en tant que manager, enfin, moi c'est les conseils que je donne et la pratique, de voir ce que le collaborateur, le salarié accepte de dire sur sa situation au travail, pour voir, moi, en termes d'organisation du travail, de conditions de travail en tant que manager, si je peux pas être un atténuant, un facilitant des difficultés qu'il a hors travail. Hein, y a beaucoup de discussions comme ça sur sur le télétravail, c'est-à-dire euh, on a des personnes en fait pour lesquelles télétravailler chez eux, pour plein de raisons, c'est vraiment c'est pas possible en fait. D'autres, au contraire, télétravailler chez eux, leur évitant ainsi un certain nombre de déplacements d'entreprise vu qu'ils habitent loin, etc., ça va être une solution facilitante. Vous voyez. Donc, c'est de travailler sans s'immiscer dans la vie privée, mais d'essayer de tenir compte, de dialoguer autour de ça pour voir au niveau du management et de l'organisation du travail ce que l'entreprise peut faire dans la limite de ses moyens, bien entendu, ce qu'elle peut faire en fait pour atténuer, j'allais dire, pour faciliter au mieux ces contraintes hors travail. Voilà. Ah, moi, je reviendrai un petit peu sur pardon, Laurent, sur ce que tu viens de dire. Il y a juste une chose qui, moi, me chiffonne un peu quand tu parles de normes, hein, de normes de santé ou de suicide. Euh, c'est quoi le niveau d'acceptabilité d'un suicide d'un salarié? Pour moi, il est à zéro. C'est pas, on peut pas dire qu'on va dire, c'est un petit peu comme une évaluation du risque. On va dire, c'est quand on parle de risque acceptable, aucun risque n'est acceptable. Aucune atteinte à la santé n'est acceptable. Donc, parler de normes et de se dire, bon, bah là, on va dire que 2 ou 3 suicides, on s'arrête, ça me choque un petit peu. Non, oui, alors Pour, non, juste je précise ouais, sur ce point, en fait, c'est le suicide ou le risque directement imputable à l'entreprise, il n'y a aucun débat. voilà. Maintenant, vu qu'on a un taux de suicide tu connais mieux le taux que moi, c'est 1 pour 100 000 en France. Quand dans une entreprise de 500 000 personnes, il y a un suicide qui n'est pas connectable directement à l'entreprise, sa responsabilité n'a pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais. Voilà, d'accord. C'est mieux, enfin, c'est mieux effectivement Oui, de le oui, préciser. je suis parfaitement d'accord Euh, avec vous. sur la question de Valérie, où s'arrête la responsabilité de l'entreprise dans le bien-être du salarié? Bah, moi, je dirais, moi, j'arrêterais la question à où s'arrête la responsabilité de l'entreprise. Euh, on reprend le basique du Code du travail finalement, dont des premiers articles est l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça, c'est la phrase de la loi. Donc, quand on sait finalement que la responsabilité de l'employeur part du domicile du salarié et jusqu'au domicile du salarié à son retour le soir, pendant toute cette période, pendant tout ce moment, à l'occasion du travail ou pour le travail, euh, l'employeur est responsable. Si on pense effectivement si on rentre dans le télétravail, c'est à partir du moment où le salarié va connecter son ordinateur pour se mettre à travailler jusqu'au soir où il va le couper, euh, en dehors des actions personnelles qu'il pourrait avoir parce qu'il est dans le cadre de son travail. Si pendant la pause déjeuner, le salarié décide de faire la peinture sur ses murs, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, évidemment. Mais c'est à l'occasion du travail, euh, la responsabilité de l'employeur est engagée. Alors, bien sûr, s'il y a un mal-être au travail que le salarié ramène chez lui, eh bien,
oui, ce mal-être est donc à l'origine du travail et de l'entreprise, donc le l'employeur a une certaine responsabilité. Si dans la qualité de vie, effectivement, l'entreprise euh, a aussi une responsabilité dans la qualité de vie privée. Je me souviens il y a quelques années, enfin ça, ouais, à un moment où je postulais, oui, il y a quelques années, où je postulais à un emploi. La politique qui m'avait choquée, c'était par les recruteurs ou les chargés de recrutement, c'était de dire ah ben oui, mais si on prend, on va embaucher quelqu'un qui habite le plus loin possible de l'entreprise, parce qu'en fait, eh bien, ça va créer une espèce de dépendance du salarié à l'entreprise. Bon, ça a vite disparu parce qu'on s'est rendu compte, justement, par cette responsabilité de l'employeur, que embaucher quelqu'un le plus loin possible, eh bien, ce sont des transports, c'est du temps, c'est de la fatigue, et c'est donc au bout relativement vite du mal-être. Donc les services de recrutement ou de gestion de personnel ont changé de posture et aujourd'hui, eh bien, sur deux profils égaux, euh, on prendra la personne qui habite raisonnablement loin de l'entreprise. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu certains cas d'ailleurs qui sont parus récemment dans la presse où pendant les confinements, les gens avaient quitté Paris pour aller s'installer en province, disant que la qualité de vie était bien meilleure. Et, euh, et donc, étant en télétravail, de toute façon, qu'on soit, quel que soit l'endroit de la planète, ça permettait, du moment qu'on a une bonne connexion, très bien. Et il y a des entreprises qui ont souhaité, à la fin des confinements, donc au retour à une vie un peu plus sociétale, un peu plus dans l'entreprise, on dit ah ben oui, mais attendez, vous devez habiter à proximité de l'entreprise, et qui ont tenté de licencier ces salariés au motif qu'ils habitaient trop loin. Ils ont été déboutés et ils n'ont pas pu licencier tel qu'ils le voulaient, ni obliger bien sûr les salariés à revenir habiter à proximité de l'entreprise. Voilà. Euh, y a-t-il une autre question? Oui, Valérie, merci pour vos explications. On rencontre souvent des entreprises frileuses sur ce sujet, en particulier sur les salariés en arrêt de travail, où l'employeur ne communique plus avec le salarié en arrêt, de peur d'interférer dans sa vie privée. Et pourtant, à mon sens, le lien ne doit pas être coupé. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Cependant, effectivement, une personne officiellement en arrêt de travail ne doit pas être en contact avec l'entreprise. Si les services de santé, la médecine décide que la personne, si elle est en arrêt, c'est qu'elle n'est pas apte à travailler, elle n'est donc pas apte à avoir des contacts avec l'entreprise. Alors, rien n'empêche un collègue de prendre des nouvelles de son autre collègue s'il le souhaite, mais c'est pas une obligation. Parce que le revers de la médaille, de ce genre de posture, c'est alors ça part d'un très bon sentiment. On a un collègue presque ami qui est malade, bon, on prend de ses nouvelles. C'est très fraternel, c'est très bienveillant, très bien. Vous avez aussi des entreprises un peu plus subtiles qui vont en profiter pour vérifier si le salarié est véritablement malade à leurs yeux et non pas aux yeux de la médecine, ou en profiter pour peut-être faire pression pour que la personne revienne plus vite. Moi, j'avoue que je serais plus pour le fait qu'une personne qui est en arrêt, eh bien, elle est en arrêt. Point. Et il faut le respecter. Et il faut respecter surtout les décisions médicales. Et là, c'est l'entrepreneur, l'entreprise ne peut pas intervenir. Oui, là-dessus, je rejoins complètement Sylvie, c'est-à-dire que la limite des marges de manœuvre managériales, c'est le droit. Bon, donc voilà. Donc il y a un droit.
Et quand il y a un droit en tant que manager, il faut le respecter. Ce qui suppose d'ailleurs de bien être au courant, hein. Donc voilà. Donc non, un salarié est absent en tant que manager, je ne rentre pas en contact avec lui. Euh, Néanmoins, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, quand le salarié revient dans le cadre d'un dialogue professionnel bienveillant, de proximité, dans la mesure de ce que le salarié est prêt à dire, bien entendu, toujours, hein, de ce qui lui est arrivé. Essayez de voir si dans l'absence, il y a un lien avec les conditions de travail, l'organisation du travail, pour s'il y avait un lien, voir en termes d'amélioration ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise. Vous voyez, voilà, ça, le droit ne me l'interdit pas. Et c'est même un devoir de bon manager que de le faire, hein. Euh, voilà. En revanche, le salarié est absent, non. Oui. Et c'est aussi pour ça que dans les MOOC, enfin dans cette série de MOOC estime donc de santé pour les managers, à chaque fois vous avez un module un petit peu orienté réglementation, parce que eh bien quand vous faites une école de commerce ou quand vous faites une école quelconque qui va vous mener à un métier, on va dire, de manager, c'est pas une école de droit. Et bien souvent, on a pu constater, moi je l'ai constaté dans les entreprises et tous les managers avec qui j'ai pu travailler, que ils n'ont pas ces notions, ils n'ont pas les connaissances du code du travail. Autant comme la plupart du temps, ces gens se disent bon bah la santé c'est pour les médecins, la réglementation c'est pour les juristes. Eh ben oui, mais non, non. Justement, et en particulier pour les managers. Les managers ont cette responsabilité, ont ce rôle de santé et de responsabilité. Donc ils ont, sans devenir médecins, sans devenir juristes, parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur tâche et c'est pas ce pourquoi ils sont embauchés, mais ils ont besoin d'avoir des connaissances minimum d'identification des risques, d'identification des situations indésirables, de management et de gestion d'équipe. Oui, ça fait partie de leur formation, mais de gestion du stress, du mal-être, des nouvelles technologies qui peuvent générer des situations vraiment très délétères. Je pense comme ça à l'introduction de l'intelligence artificielle, par exemple, qui va quand même perturber un certain nombre de salariés par cette nouvelle technologie qui arrive, où il n'y a pas si longtemps on gérait des entrepôts avec des Fenwick et de la manutention. Aujourd'hui, c'est géré par des robots la plupart du temps. Mais alors ça, les managers sont en responsabilité de savoir identifier. C'est pour ça que dans les MOOC, on revient sur quelques notions réglementaires de base qui sont, il n'y a pas grand-chose à connaître. Pardon. Ne serait-ce que les 9 principes généraux de prévention. Je veux dire, c'est 9 petites phrases qui sont dans l'article 41-21-2 du Code du travail. Bon, c'est très facile à trouver. Éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source. C'est 9 petites phrases. Si tous les managers appliquaient ne serait-ce que ces 9 petites phrases, eh bien, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins pas de soucis, mais de mal-être ou de désorganisation. Et ne serait-ce qu'en mettant ça en œuvre, ça permettrait de réorganiser, non, au mieux pour la santé des salariés, mais également pour la santé de l'entreprise en elle-même. Et là, je vais te tendre une grande perche, Laurent, sur justement nos sujets actuels de recherche, de coûts de la prévention ou des bénéfices que l'on peut ressortir, que l'entreprise peut générer. Alors bénéfice, c'est un mot pas sonnant et trébuchant, mais les avantages que peut retirer l'entreprise
à faire du bien-être, à faire de la prévention, à faire de l'évaluation des risques. Parce que oui, on protège les salariés. Beaucoup d'entreprises peuvent dire ça coûte de l'argent, mais en fait non. Et là, je vais te laisser développer, Laurent, sur les gains de la prévention ou de l'organisation du travail. Oui, alors effectivement, alors le problème effectivement de ces gains au plan comptable et financier, c'est qu'ils sont extra-comptables et extra-financiers, c'est-à-dire qu'ils sont cachés en fait. Et donc, en fait, il faut les évaluer. Et quand on les évalue, il y a des méthodologies qui existent, qui s'appellent la méthodologie de coût-performance caché. Quand on évalue en fait les coûts engendrés par les défauts justement de prévention, de maîtrise des risques, voire après si on va sur des cas extrêmes de management toxique, mais même sans aller jusque-là, les coûts cachés sont monumentaux. On est de l'ordre si on chiffre les conséquences en termes d'absentéisme, de démotivation, c'est-à-dire de sous-productivité, de rotation excessive du personnel. Au bout d'un moment, les gens, quand ils sont mal et qu'ils ont une opportunité de partir ailleurs, ils partent. Eh bien, on arrive sur des montants qui sont énormes, de l'ordre en moyenne de, quelle que soit l'entreprise, de 20 000 euros par personne et par an. C'est dans une équipe de 10 personnes, ça fait 200 000 euros par an. Et quand c'est bien un management qui crée de la qualité de vie au travail par notamment, c'est un des leviers, des politiques de prévention et de maîtrise des risques, en particulier sociaux, eh bien, on se rend compte que quand on investit 1 euro, donc tout ce que je vous dis là, c'est des données scientifiques publiées dans les meilleures revues possibles et communiquées et incontestées. Tout à fait. Jamais le moindre économiste est venu me titiller sur ces résultats, aussi brillants fût cet économiste. 1 euro investi, on rapporte 4. Et donc, là, on peut dire, alors certains vont dire, ah oui, mais non, mais il faut pas chiffrer parce que logiquement, naturellement, on doit investir. Oui, mais n'empêche que pour qu'un dirigeant, une direction, on l'a dit tout à l'heure, prenne en main et fasse le management de la prévention et de la santé au travail un axe fort, lui montrer également, bien entendu, des gains sociaux, de qualité de vie au travail, bien sûr, mais aussi économiques, et ben là, vous avez toutes les chances, en fait, que ça se mette réellement en place. Vous voyez, voilà. Puisque certains ne mènent pas ces politiques-là pour des raisons économiques, pense-t-il, en se disant, voilà, on va pressuriser, etc., ça va nous rapporter. Mais quand on leur montre les coûts cachés de cette pression, ils sont bien plus importants que ce que ça rapporte à court terme. Donc, il faut le montrer, ça. Il faut le montrer. Et je travaille avec Sylvie Le Sey également, avec des ergonomes. On est sur. Je suis intervenu la semaine dernière dans une entreprise de 300 ingénieurs et consultants en design industriel et ergonomie. Et ils cherchent bien entendu la façon de montrer en quoi leurs améliorations ergonomiques, bien sûr, créent du confort et de la qualité de vie au travail, mais très concrètement, créer un retour sur investissement économique pour que le dirigeant prenne la décision de faire des efforts en la matière, bien sûr. Tout à fait. C'est un parallèle, voilà. Alors, ça, en fait, c'est cette démonstration, comme tu dis, ces recherches de retour sur investissement. Alors, la prévention, on va dire, la prévention, c'est un sens large. Prévention, c'est la prévention des risques pour éviter les blessures au travail, les TMS, mais aussi la prévention des risques psychosociaux par comme on disait, la qualité de vie ou l'organisation du travail ou toutes les questions que vous avez pu poser jusque-là. En fait, tout ça rentre dans la prévention. Le tout est de remettre un petit peu l'homme, ou tout ce qu'on a dit avant sur les turnover et autres. Toute l'idée de ça, c'est de remettre un petit peu l'homme au cœur
du travail, au cœur de l'entreprise, parce que finalement, l'entreprise sans les hommes n'existe pas, mais surtout et ça, ces études ont démarré il y a quoi, Laurent, une quinzaine, une vingtaine d'années déjà. C'est le PPPTP qui avait lancé Ouais, ça. l'origine, c'est la vraie origine, en fait, c'est un ouvrage qui s'appelait Enrichir le travail humain. Hein, donc Ouais. c'est au moment du 74-75, au moment du premier choc pétrolier. Ah, quand même. Euh, Ouais. Je savais pas que c'était si vieux. ouais, et puis dans les années 70, il y a eu justement il y a eu le début de travaux sur mais comment est-ce que notamment comptablement on pourrait activer, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait bon et en fait ça n'a rien donné parce il faut des méthodologies extra comptables parce que la comptabilité les budgets ils Ouais. sont pas faits pour Non. ils sont pas faits pour évaluer ça, voilà. Non. Et donc maintenant, oui, effectivement, avec une grosse propagation depuis 20 ans, y compris, faut quand même le dire, hein, les débats qu'on a là via Sylvie, c'est des débats qui se posent dans tous les pays, on va dire, à économie comparable à la nôtre, hein, Fait. anglo-saxons, scandinaves, États-Unis, Quoi Asiatiques qu'il arrive, aussi. oui. J'interviens dans des MBA, des MBA en Chine. Ils se posent la question parce qu'ils arrivent sur des seuils, en fait, où, comme ils ont une démographie, en fait, qui est déclinante, la fidélisation des personnes commence à devenir un enjeu, y compris en Chine. Et donc, du coup, ils se disent, mais comment faire pour conserver nos collaborateurs, donc qualité de vie au travail, donc prévention, etc., etc. Oui. Et par ce biais de rentabilisation, alors il y a aujourd'hui des modèles de calcul qui existent et des gens qui se sont spécialisés dans ces calculs-là, parce que finalement, c'est une étude assez complexe et assez fine de euh, de savoir aller chercher. Alors, il y avait parce que finalement, dans cette stratégie de manager, et quand on veut en sortir une rentabilité, vous avez trois types de coûts. Alors, tu me diras, Laurent, ce que tu en penses. Il y a les coûts directs, évidemment, de l'absentéisme, etc. Il y a les coûts indirects de l'image de marque de l'entreprise, de la perte de clientèle. Rappelez, alors je ne sais pas si tout le monde se souviendra, mais rappelez-vous, moi j'avais gardé en mémoire l'histoire de Benetton qui justement maltraitait ses salariés, etc. Ça avait fini par se savoir parce que ou même France Télécom et que eh bien Benetton avait perdu des parts de marché, était au bord de la faillite, justement parce qu'il y avait eu un scandale, ils exploitaient des enfants et autres pour fabriquer leurs produits. Donc l'image de marque, c'est des coûts indirects de clientèle qui ne va plus suivre, de marché qui ne se développe plus, etc. Et puis, ben, vous avez aussi le troisième volet, je dirais que j'identifierais, c'est plus délicat. Effectivement, tu dis c'est totalement extra-comptable. C'est des coûts intangibles, tels que des tensions créées dans l'entreprise, des conflits, des problèmes sociaux, des mouvements de grève. Une grève, ça coûte une fortune à l'entreprise. Si on voit la non-production, l'image de marque, voilà tout ce que ça génère. Et quand aujourd'hui, comme tu dis, des entreprises arrivent à des seuils où ben, voilà, il faut savoir calculer au plus juste pour survivre sur un marché économique mondial qui se mondialise de plus en plus par l'intelligence artificielle, par les développements de technologies, qui devient difficile. Donc ça, c'est une Oui, et puis pour aussi tout simplement pour prendre des meilleures décisions en tant que manager, c'est-à-dire que moi je suis effaré par vraiment la rigueur, le temps passé, la complicité pour calculer par les systèmes comptables classiques le coût de revient d'un produit ou d'un service. On y passe un temps fou, hein, voilà. Et on arrive sur, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 euros. Mais par ailleurs, donc on se dit, bah du coup, je vais vendre à 120 euros, bon, pour faire une marge. Mais par ailleurs, en fait, les coûts cachés engendrés par euh, l'absentéisme, la sous-productivité, il y a la démotivation, les accidents du travail, etc., ne sont pas pris en compte. Mais ce qui fait qu'en fait, le coût de revient, oui, il est à 100 euros, il est à 100 euros
en coût visible. Mais en réalité, le coût complet, ce que disait Sylvie, c'est la notion de coût complet réel. Ce coût complet, ça a une notion comptable. Coût complet réel, real cost. Et il y a les approches real cost se développent dans le monde. Coût visible plus coût caché, en fait, vont peut-être montrer qu'on n'est pas à 100, on n'est pas à 100 euros, on est à 150 euros. La solution, c'est pas d'augmenter le prix de vente. La solution, c'est de travailler sur l'organisation pour l'améliorer. Voilà. Et ça veut dire, en fait, travailler avec l'humain. Hein, tout à fait. Remettre l'humain au centre, c'est dialoguer avec l'humain pour régulièrement discuter avec lui de ce qui ne va pas, dans lequel il peut y avoir effectivement alors, les dysfonctionnements en général et en particulier ceux de santé au travail et de prévention, pour régulièrement améliorer les choses dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien entendu. Voilà. Mais c'est hallucinant, hein. C'est pour ça que c'est dans certains cas, c'est effarant. On n'imagine pas, ouais. On se rend pas bien compte. Et c'est pour ça que pour en revenir au programme de ce MOOC. Mais Sylvie, je te recoupe encore parce que le sujet m'intéresse. C'est ce qui s'est passé avec la tarification à l'activité dans les hôpitaux. C'est-à-dire que, en fait, c'est un système comptable classique qui fait que, en fait, budgétairement, les hôpitaux vont rentrer d'autant plus de recettes qu'elles font beaucoup d'actes. Elles maximisent les actes. Mais du coup, le fait effectivement d'avoir cette pression à l'acte engendre par ailleurs plein de dysfonctionnements humains, dont les coûts sont cachés. Mais quand on met en balance, en fait, les gains visibles de cette tarification à l'acte avec les coûts cachés que ça engendre, eh ben on arrive sur les déficits à la fin des hôpitaux. Mais je comprends pas. Et comment ça se fait que logiquement je devrais pas être en déficit? Eh ben si, voilà. Donc c'est un exemple caricatural, ça. Hein, c'est un très bel exemple parce que c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Y a-t-il d'autres questions? On est parti un petit peu dans nos délires, mais on est là pour entendre pour vous apporter des exemples. S'il y a pas d'autres questions, on peut aussi s'arrêter là, sachant vous aurez un autre live le 19 décembre, bon, qui sera plutôt porté sur la deuxième semaine, et il me semble que ce sera avec, je sais pas si c'est toi Sylvie ou si c'est Anne-Sophie, je ne sais plus. Et je crois qu'il y aura peut-être Karim aussi, je sais plus. Mais bref, vous pouvez continuer aussi à poser vos questions dans le forum, on le regarde, et puis l'idée c'est qu'on y réponde pendant le live. Voilà. Très bien. Alors je vais te confirmer le 19. Ce sera moi avec Kamel, je crois. C'est ça. Ok, oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Ok, très bien. Ok. En tout cas, merci à ceux qui étaient merci à tous. Merci à vous deux. Merci Sylvie. Merci Laurent. Merci à toutes et à tous. Bon appétit. Oui, merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.